C'est bon. C'est parfait. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue au conseil municipal de la commune de Saint-Romain-de-Jalonnas. Nous sommes le mardi 14 novembre 2023. Un conseil municipal en présence du public, nos habitués, et un conseil municipal retransmis en direct sur notre page Facebook. Alors, ce conseil municipal sera plutôt court au niveau des délibérations et des décisions, mais il y a quand même, il y aura quand même pas mal d'actualités, donc restez bien après parce qu'il y a beaucoup de choses quand même à dire. Alors, au niveau des présences, Madame Agar est présente, Monsieur Béquit est présent, Madame Belmont a donné son pouvoir à Madame Deschanose, Madame Bruderi est présente, Madame Deschanose est présente, Monsieur Descamps a donné son pouvoir à Monsieur Béquit, Madame Develay est présente, Monsieur Diccioccio est présent, Madame Franco est présente, Madame Garnier-Michelin est présente, Madame Georges est présente, je suis présent, Madame Abizic est présente, Monsieur Jean a donné son pouvoir à Monsieur Diccioccio, Monsieur Martelin est présent, Monsieur Mollard a donné son pouvoir à Madame Develay, Monsieur Nemoz est absent, Madame Nouet est présente, Monsieur Raffaelli est présent, Monsieur Rex est présent, Monsieur Romanotto m'a donné son pouvoir et en formation comme les correspondants de défense, voilà, de la donc je le dis, en formation pour la commune en tant que correspondant de défense, Madame Saifero a donné son pouvoir à Monsieur Martelin et Madame Tirano est présente. Voilà. Alors, on va procéder à l'approbation du compte-rendu de la séance du 17 octobre 2023. On n'a pas eu de remontée. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent des choses à dire? Non. Eh bien, écoutez, on va procéder au vote. Qui est contre ce PV? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le PV donc est accepté à l'unanimité des présents. Qui veut être secrétaire de séance? Monsieur Martelin sera donc le secrétaire de séance. Allez, je commence avec les 3 décisions qui ont été prises. Donc, la première décision, c'est le remplacement d'une chaudière à gaz. On a un petit souci, on a la chaudière du bâtiment des vestiaires foot et de la salle de réception qui nous a lâché. Et la première partie de la facture, parce qu'après on va mettre en place un système de régulation, le montant est de 25 211,87 €. C'est avec l'entreprise Gracie. Voilà, donc bon, c'est des choses qui arrivent, mais le problème c'est que quand ça a lâché, en plus ça fait des dégâts. Voilà. Pas de questions. Ensuite, on a acheté 2 PC portables pour un montant de 852,79 €, donc les deux, à la société Nixie. Il y avait un PC qui était anciennement le PC de M. Nouet, en fait il s'en servait jamais parce qu'il ne fonctionnait pas, il avait son propre PC. Et puis un autre PC, je crois que c'est pour la classe Ulysse. Voilà, maintenant tous les enseignants ont leur PC. Et donc, voilà. On a dû régulariser tout ça. Enfin, dernière décision, toujours concernant cette fois-ci la salle de réception, c'est l'installation d'un chauffe-eau pour la cuisine. La salle de réception d'un montant de 2 269,80 € avec l'entreprise Gracie. Voilà pour les décisions. Concernant les délibérations, je vais donner la parole à Mme Tirano qui va nous parler de la convention de partenariat en matière de dons alimentaires. Alors, vu le décret, délibération, 2023-065, affaires scolaires, convention de partenariat en matière de dons alimentaires. Vu le décret 2020-1274 du 20 octobre 2020 relatif aux dons alimentaires, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant la volonté communale de lutter contre le gaspillage alimentaire, la commune de Saint-Romain-de-Jalonnas fournit les repas du restaurant scolaire en liaison froide. Environ 260 repas sont fournis chaque jour. Les prévisions d'effectifs ne pouvant être certaines, une partie non négligeable de ces repas est finalement non consommée. Face à cet enjeu et alors qu'un nombre important de personnes en difficulté ne disposent pas de quoi s'alimenter quotidiennement, la commune s'engage à réaliser des dons alimentaires à destination d'associations caritatives. Cette action s'inscrit également dans le cadre d'une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire et vise à répondre à l'objectif de diminuer par 2
le gaspillage alimentaire dans notre pays d'ici à 2025. La commune avait originellement une convention avec les Restaurants du Cœur, mais cette association n'avait pas les moyens de continuer à récupérer les repas. C'est pourquoi le groupement d'associations locales d'insertion Gali souhaite reprendre le flambeau. Ce groupement d'associations a pour but d'apporter une assistance en termes d'insertion aux personnes dans le besoin, notamment dans le domaine alimentaire ainsi qu'à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes. Il est donc proposé de faire bénéficier à cette association de dons de repas produits par la cuisine centrale Sodexo et non consommés dans le cadre de la restauration scolaire. La convention serait d'une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat d'une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction avec le groupement d'associations locales d'insertion Gali. D'autoriser monsieur le maire à la signature de la dite convention. Donc, qui a des questions? Qui est contre? On va commencer comme ça. Pour, bien sûr. Qui s'abstient? Je dis jamais dans l'ordre, hein, mais bon, c'est pas grave ça. Je vais le faire dans des ans, ça change. Voilà. Donc, pas d'abstention, pas de contre, donc c'est accepté à l'unanimité. Juste dire qu'il y a quand même très peu de repas. On sert vraiment, on a très peu de déchets alimentaires, donc c'est plutôt bien. Mais on en a toujours un ou deux, parce que surtout en ce moment, il y a beaucoup d'enfants malades. Et pas que. Il faut savoir qu'il y avait quand même avant, on était presque à 40-50 kg de déchets. Aujourd'hui, on tombe quand même entre 8 et encore. Pas beaucoup du tout. Voilà, je préfère dire tout ça. Ok. On va passer à la délibération suivante. Donc, c'est une délibération concernant le contrat de copie interne professionnelle d'œuvres protégées, l'équivalent de la SACEM pour les écritures. Et je vais laisser la parole à notre adjointe en charge des finances, Madame Nouet. Donc, bonsoir à tous. Cette délibération 2023-066 porte effectivement sur le contrat de copie interne professionnelle qui est assuré par le Centre français d'exploitation du droit à la copie et qui est abrégé en CFC. Donc il faut savoir que le CFC, c'est depuis 2017 qu'il propose ces contrats aux communes et intercommunalités pour le droit à l'exploitation et notamment à la photocopie de documents qui sont soumis à la propriété intellectuelle, photocopie mais aussi utilisation numérique, notamment dans les messageries. Donc jusqu'à présent, le contrat a été signé depuis 2021-2022. Ce contrat est fonction de tranches d'effectifs. Vous avez dû recevoir les tarifs pratiqués par le CFC pour 2024. Et jusqu'à présent, on réglait une cotisation sur une tranche d'effectifs de 51 à 100 agents. Alors, cette année, en se renseignant auprès du CFC, il s'avère que seuls les agents et élus disposant de matériel informatique et de photocopieuses sont désormais soumis à être comptabilisés dans les effectifs. Donc, on est revenu à une fourchette de 11 à 50 agents. Donc, il nous fait une cotisation pour ce contrat de 500 € hors taxe pour l'année 2024. Voilà. Sachant que dans la loi de la propriété intellectuelle, on a vérifié, il y a bien une exception pédagogique. Donc, je crois que l'erreur depuis 2021 était de compter aussi d'éventuels postes de copie côté enseignant, alors que les enseignants ne sont pas du tout soumis à aux mêmes règles de cette loi sur la propriété intellectuelle qui comporte une exception pédagogique. Donc seuls les agents élus sont concernés par ce contrat. Est-ce que vous avez des questions? Donc je vous propose de procéder au vote pour autoriser monsieur le maire à signer ce contrat de copie interne professionnelle pour les œuvres protégées pour l'année 2024, qui est reconduit chaque année par tacite reconduction sur la base, cette année, de la tranche d'effectifs de 11 à 50 agents, soit 500 € hors taxe, et ainsi
aussi et autoriser monsieur le maire à signer toute pièce qui se rapporte à ce contrat que vous avez dû recevoir en annexe aussi. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ben, je vous remercie. La délibération. Donc, délibération approuvée à l'unanimité des présents. On va passer déjà à la dernière délibération de ce conseil de novembre. C'est la création et la suppression de postes suite à avancement de grade par ancienneté. Alors, chaque année, on reçoit des listes avec des avancements de grade qui sont proposés. Donc, il y avait un certain nombre de personnes sur cette liste. Et donc, on a accepté l'avancement de grade à 2 personnes. Et quand on accepte l'avancement de grade à une personne, et ben forcément, elle change de grade. Et donc, et ben, il faut supprimer le poste où elle est actuellement et créer le poste dans lequel elle va atterrir. Donc, en l'occurrence, pour la première, on supprime le poste d'adjoint administratif territorial pour créer un poste d'adjoint administratif territorial principal 2e classe. Et pour la seconde, on supprime le poste d'agent de maîtrise pour créer un poste d'agent de maîtrise principal. Après, je vous avouerai que, en termes de rémunération, c'est pas l'extase non plus pour les agents, mais c'est quand même le grade, c'est quand même intéressant. Donc, si on prend la première, c'est quasi 10 € par mois brut en plus. Mais voilà, en tout cas, il y a une promotion et mine de rien, ça permet quand même de mettre en valeur les agents qui ont fait du travail remarquable ces derniers temps. Voilà, d'ailleurs, on souhaite notre agent de maîtrise un prompt rétablissement puisqu'elle est actuellement absente pour cause de maladie. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces postes? Non. Donc, qui est contre le fait de créer ces 2 postes et donc de supprimer les 2 postes d'agent territorial et agent de maîtrise? Personne. Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie. Donc, c'est accepté à l'unanimité. Donc, l'ordre du jour est épuisé. Donc, l'ordre du jour qui est assez court. Par contre, une actualité qui est quand même assez forte. Donc je vais prendre le temps de vous donner quelques informations. Tout d'abord, dès demain, sur les réseaux sociaux, vous allez tous recevoir, pour les réseaux sociaux, sur le site et puis sur Facebook, on va mettre en ligne une annonce de recrutement. On doit effectuer le recensement de notre population pour 2024 et donc la commune va recruter et doit payer 6 agents recenseurs. Donc ce recrutement, c'est pour l'INSEE, bien évidemment. Ce recrutement, il aura lieu du 18 janvier à fin février. Et du coup, ce qu'on recherche, nous, c'est en priorité, bien évidemment, des jaloux humains, motivés. Pas forcément que par l'argent, parce que l'indemnité n'est pas non plus exceptionnelle. Mais voilà, des personnes qui éventuellement connaissent bien la commune. L'annonce, elle sera donc diffusée demain. Et il n'y aura quand même pas beaucoup de temps pour pouvoir postuler. Voilà, il y a des questions, vous verrez dans les annonces, vous contactez la mairie. Donc ça peut être aussi bénévole, mais d'expérience on sait qu'on n'aura pas grand monde. Donc on met une petite indemnité. Tout ça, on vous le dira pour plus tard, en tout cas si vous êtes candidat. Juste vous dire aussi qu'on a une belle surprise, en ce moment c'est bientôt Noël, mais on a les cadeaux avant, mais des cadeaux empoisonnés. On a une facture de la Régie des Eaux normalement élevée concernant Vestiaire Foot, et en fait on s'est aperçu qu'on avait une grosse fuite d'eau qui a causé pas mal de dommages. Et donc on a une belle petite facture de 4 500 €, donc bien évidemment supérieure à ce qu'on reçoit normalement. Et j'ai bien évidemment fait tout de suite une demande de dégrèvement auprès de la Régie des Eaux pour expliquer que comme c'était une fuite qu'on ne connaissait pas et qu'on a tout de suite réparée, parce qu'on a fait tout de suite intervenir le plombier. J'ai sollicité le dégrèvement, on attend son retour. Vous dire aussi que notre carte champêtre Tony va effectuer une formation juridique les 20 et 21 novembre et une formation maniement du bâton du 4 au 8 décembre. Alors ces 2 formations obligatoires avant les formations futures concernant son réarmement. Donc voilà, après les échanges, mon souhait et son souhait de vouloir se réarmer, et puis on sait aussi que on est en urgence attentat, on est en plan Vigipirate urgence attentat, on ne sait jamais. Bref, toujours est-il que c'est première fois qu'il fait des formations comme cela, et donc après derrière on enchaînera sur une formation armement. Vous dire aussi que pour l'accompagner, à partir du 1er février, on avait voté je crois en septembre la création d'un poste de policier municipal, on a fait les entretiens, on a retenu un policier municipal.
en police municipale à Doubé-Parteny et donc validé par moi-même. On va accueillir M. Steve Ribérol, qui est actuellement en police municipale de Chavanoz. Il arrivera le 1er février. Il a aussi une grosse expérience sur Saint-Chef, donc c'est un policier municipal, donc Tony est un garde champêtre et M. Ribérol est un policier municipal. Il y aura aussi tous les attributs, et donc quand on fera le budget, vous verrez qu'il y a des choses qu'on va mettre, qu'on n'a pas l'habitude de mettre, mais qu'on mettra au budget pour l'équiper. Et tout ceci fait écho aux montées des commissions participatives et des réunions de quartier où les Jalomins souhaitaient plus de contrôle et aussi, bien évidemment, pouvoir gérer tout ce qui est vidéo-verbalisation. Donc son arrivée est prévue pour le 1er février 2024, puisqu'on a 3 mois d'édite, de délai. Voilà. Et juste préciser que cette personne est à Saint-Romain depuis très peu de temps, depuis le mois de juillet, et elle travaille pour Saint-Romain parce qu'elle a envie de travailler pour Saint-Romain, puisqu'en moins Saint-Romain, elle va même moins gagner d'argent, donc que voilà où elle était. Donc ça prouve vraiment son envie de travailler sur notre commune. Voilà. Un petit point sur la petite aire de jeu, j'ai encore vu l'entrepreneur ce matin, et ben en fait il attend 3-4 jours, il est sûr qu'il ne peut pas pour pouvoir terminer. Et c'est pas le cas aujourd'hui, donc ils vont certainement un peu intervenir en fin de semaine, ou en tout cas la semaine prochaine, parce qu'il paraît qu'il y a une petite accalmie. Les travaux qui restent à faire sont des décapages et ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc, et c'est la même problématique pour l'école, parce qu'ils vont coller une surface synthétique et tant qu'il pleut, tant que c'est humide, ben, ils disent voilà, je suis conscient il m'a dit je suis conscient que les délais sont dépassés, donc il nous a offert 2 jeux plus. Mais voilà, même s'il y a un mois de décalage, les jeux après sont là pour 20 ans, donc voilà. Oh, il y aura peut-être plus qu'un mois, non? Non, mais après, après c'est comme ça, c'est la météo, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, voilà. Ensuite, le chauffage, ça sera pour toi, Gaël. Je vais vous parler de 2 petites choses pour terminer. 2 petites choses. Juste avant le conseil, j'ai appelé Monsieur Descamps parce qu'on a reçu une mise en demeure payée à peu près 38 000 €. Donc une mise en demeure qui date de 2016. On a échangé et en gros c'est quand le syndicat Vigy-Girondin a fermé, on devait un certain nombre d'argent, environ 115 000 €, mais non 113 000, je ne sais plus trop. Je vais vous dire ça exactement. On devait 133 000 €. Et on a payé 95 000 € en 2016. Et par contre, il y avait un solde de 38 000 €, 38 424,34 €. Et du coup, on ne sait pas d'où sort cet argent. Donc du coup, on a dit avec Gilles, on va contacter demain parce qu'il est très probable que ce soit comment dirais-je, une erreur des finances publiques. Et donc voilà, donc c'était juste pour vous informer. Parce que si demain, oui. Entre-temps, Gilles, on a peut-être la réponse à cette erreur. C'est qu'à un moment, on a donné les compétences au syndicat du Girondin. Et à ce moment-là, on n'avait plus le moyen de régler quoi que ce soit. C'était le syndicat qui devait régler. Et donc, il faudrait vérifier par rapport aux dates, à quelle date cette compétence a réellement été prise par le syndicat, puisque c'est le syndicat qui devrait payer. Puisque c'était le 3e acompte, il me semble. C'est ça, tout à fait. Enfin, les 2 premiers avaient déjà été payés. Tout à fait. Et ça serait la raison pour laquelle cette somme n'a jamais été réglée, puisque à chaque fois qu'il y a eu un appel, ça a été réglé. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, ça sera une telle commune qui devra la somme. Et donc du coup, tant mieux. Mais du coup, c'est pour ça qu'après il m'a rappelé, il va donner exactement cette explication. Et voilà, au moins, comme en plus il était aux finances du syndicat du Jourdain, il m'a aussi dit de me rapprocher de Jacques Braco, qui était président de l'époque. Et donc demain, que ce soit notre DG ou Sandrine, on va appeler Gilles pour que voilà, on se mette en phase là-dessus avec ce document-là. Sachant quand même qu'ils sont très sympathiques, l'État, parce qu'ils nous ont fait une belle mise en demeure, ils nous ont payé le 4 décembre, et ils nous parlent, mais vraiment comme si vous étiez les pires délinquants. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on a reçu un document papier, mais on n'avait jamais reçu de mise en demeure avant. Alors nous, sur notre droit, on s'est dit, bon, on va faire jouer la prescription quadriennale, hein, puisque en fait, vous pouvez, en tant que personne publique, si vous devez une somme d'argent et si au bout de 4 ans, vous n'avez pas de relance ou de choses comme ça, ça peut tomber en prescription. Donc nous, naïfs comme nés, on répond et on dit, voilà,
vous êtes bien gentil, mais ça date de juillet 2016, on est en 2023, ça fait un peu un bail quand même. Et donc on ne paye pas parce qu'il y a cette loi de prescription quadriennale. Et aujourd'hui, on a reçu un mail des finances publiques. Alors, pourquoi les finances publiques maintenant aussi? C'est parce qu'on a changé de trésorerie publique depuis le 1er septembre. Et alors, la nouvelle trésorerie, qui n'est plus d'ailleurs Crémieux, mais à Tour du Pin, elle en trouve des choses, mais pas qu'à Saint-Romain. Mais c'est toujours dans le mauvais sens. Par contre, les ardoises dans l'autre sens, ça n'existe pas, mais c'est une parenthèse. Mais bon, cette fameuse personne qui va écrire un mail aujourd'hui en nous disant, on se moquait d'elle. Parce que ils nous ont fait, depuis 2016, 24 relances. Donc 3 en 2016, 4 en 2017, 3 en 2018, 2 en 2019, 4 en 2021, 4 en 2022, 4 en 2023. Et là, on peut dire ce qu'il y a, c'est que ce soit l'ancienne ou la nouvelle équipe, on n'a pas reçu ces mises en demeure. Et on nous a dit que c'était sur un logiciel qu'on connaît, et que toutes les mises en demeure sont sur ce logiciel. Donc nos agents, bien évidemment, qui n'ont pas été formés à la base sur ce logiciel, ont cherché toute la journée. On a posé la question à d'autres communes qui ne connaissent pas. Et donc, on va essayer de gratter aussi tout ça, parce que c'est bien gentil, mais une mise en demeure, elle se fait normalement par lettre recommandée avec accusé de réception, et nous, à aucun moment, on a reçu ce type de courrier. Donc, on verra ce que ça vaut devant les tribunaux, si on va aller jusqu'au tribunal, mais bien évidemment que si on ne peut pas, on n'avait pas payé cette somme, et c'est l'hypothèse, bien évidemment, qu'on privilégie aujourd'hui, on fera le nécessaire. Donc, je me suis déjà aussi rapproché des balcons pour dire qu'on ne paiera pas. Que 38 000 €, pour rappel, c'est un peu plus du budget des dépenses imprévues de la commune. Et cette année, les imprévus, on en a eu. Voilà, donc on va travailler en collaboration avec Gilles Descamps demain. Et puis on reviendra vers vous le moment venu. Voilà. Mais comme ça m'a empêché un peu de dormir, je me suis dit, je vous tiens informé quand même, parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit une mise en demeure pour 7 ans à 38 000 €. Voilà. Et puis on va terminer par un point d'actualité. Le projet de barrage. Alors, juste vous dire que a eu lieu la semaine dernière, le 14 novembre, une première réunion. Non, pardon, excusez-moi. Le 8 novembre, une première réunion donc, sur l'information, les dernières informations et sur les prémices de la création d'un collectif qui concerne un collectif contre le projet de barrage. Alors, on a compté à peu près 80 personnes, dont 70 personnes qui ont réussi leurs coordonnées et 26 personnes qui souhaitent former le collectif. La première chose qui m'a marqué, et à la fois en bon et en mauvais, c'est que la moitié de la salle qui était concernée, qui était présente, c'était des personnes qui n'étaient pas forcément de la commune. Et dans le collectif, d'ailleurs, il n'y a pas forcément des personnes de la commune. Donc ça prouve deux choses. Ça prouve que, déjà, d'une part, notre travail de communication... elle fonctionne, moi, sur les communes riveraines, même s'il y a des gens qui ont parlé qui venaient de Fontaine, mais il y avait des élus de Hier-sur-Amby, des élus de Lérieux, des élus de Chavanoz, des environs, de Crémieux aussi, 2 élus de Crémieux, bref, pas mal d'élus, et des personnes de l'Ain aussi, donc bon, voilà. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par contre, la mobilisation des jeunes romains, alors je suis bien conscient que ça tourne un mercredi soir à 18h30, mais qu'il y a encore du travail à faire, même si moi j'ai croisé beaucoup de personnes qui m'ont dit je viendrai et qui ne sont pas venus, mais on vous soutient. Voilà. Bon, toujours est-il que ça, c'était la réunion du 8. Le 27 aura lieu la réunion officielle de constitution de ce collectif. Donc, ce collectif se réunit actuellement, on est 14, actuellement aussi à la Maison pour tous. Ils sont en train de travailler sur déjà les actions qu'ils souhaitent mener, donc déjà le nom de ce collectif. Juste dire que nous, la commune, on est là en soutien, c'est-à-dire que s'ils ont besoin d'une salle, s'ils ont besoin de photocopie, de choses comme ça, bien évidemment on sera là. Et par contre, moi je tiens à ce que ce soit un collectif citoyen, et donc que ce soit pas, entre guillemets, instrumentalisé, qu'on ne dise pas, bah oui, vous avez instrumentalisé vous administrez, non, c'est pas du tout le cas. Donc ils seront maîtres de leurs actions, ils seront maîtres de quasi tout ce qu'ils ont envie de faire, du moment que ça reste dans la légalité. Donc voilà pour cette constitution du collectif qui démarre, qui sera acté le 27. Maintenant, je vais vous parler de l'actualité. Alors, l'actualité, c'est la mise en ligne des documents sur le site de la concertation renergia.fr. Donc, ils ont été mis en ligne hier. On a mis, nous, en ligne
sur le site aujourd'hui. En fait, on a fait une synthèse et demain, on vous enverra les liens sur les réseaux sociaux, Facebook et sur Polytélé. On va reprendre un peu voilà, les grandes lignes parce que le document, vous avez une synthèse, je vous invite à aller sur le site Renergia ou sur le site internet. Le document de synthèse fait 12 pages, c'est abordable. Et ensuite, vous avez un dossier plus complet. Alors, vous avez des annexes, et puis après, vous avez un dossier plus complet de 104 pages. Donc, moi, je vous ai fait un mix d'informations des deux, mais je vais le faire, voilà, je vulgarise. Et voilà, et on apprend quand même pas mal de choses. Et après, vous avez beaucoup de documents, vous avez 3 pages de documents, vous verrez, pour ceux que ça amuse, vous avez beaucoup d'informations, notamment sur le rôle. Donc, moi, alors on se parle, j'ai réussi à lire la synthèse et j'ai réussi à lire l'ensemble des documents concernant la concertation. Et pour le reste, il va falloir encore un peu plus de temps. Donc je vous fais une petite synthèse. Juste vous dire que donc, la concertation, elle démarre bien le 1er décembre pour se terminer le 29 février. Les données importantes, c'est que le projet a été réévalué à 330 millions d'euros et on parle plus de... Alors dans les documents officiels, on parle plus de 37 MW, mais on parle de 40 MW, même si en off on dit que ça reste 37, j'ai pas très bien compris. Mais d'un autre côté, ils ont fait des coquilles et des erreurs à d'autres endroits. Justement, juste après, dans leurs documents. Donc, c'est l'équivalent de la consommation électrique de 60 000 habitants. À une époque, on parlait de foyers d'habitants. Là, on parle bien d'habitants, hors chauffage. Donc, ils mettent l'équivalent de la population des balcons Dauphinés. Ben non, puisque les balcons Dauphinés, nous sommes 78 000. Donc, ça, c'est une petite coquille. Donc, c'est pas bien méchant. Voilà, donc une production de 140 gigawattheures par an. La retenue, il y aura une retenue de 22 km de long jusqu'au barrage de Solbrena-Villebois et pour l'ordre d'à peu près de 20 millions de mètres cubes d'eau. Le barrage fera 12 mètres de haut. Pour une chute, vous avez dit 6,7, on est à 6,8, on est encore plus précis, en débit moyen du Rhône. L'aménagement nécessaire se fera sur 26 km, ça on le sait depuis un moment, 22 km en amont et 4 km en aval. Et ce qui est important, donc après on prendra les schémas, mais on va les faire défiler, mais ce qui est important, c'est que sur 11 km, il sera rendu nécessaire par la montée d'une ligne d'eau du fleuve pour ralentir son écoulement. Il y aura un réaménagement du lit du fleuve avec un reprofilage des berges et un dragage sur 2 km en aval du barrage usine. Tout à l'heure, on regardera les plans, parce qu'après, vous verrez, il y a des hypothèses. Et tout ça, c'est pour garantir les capacités d'écoulement du Rhône, que ce soit en crue, et surtout pour optimiser la production hydroélectrique. Il y aura, et ça on le sait, une création d'une digue de 4 km de long. Alors, depuis le début, on parle de rive gauche, mais c'est pas mis comme ça, texto, mais voilà. Avec, voilà, 2 mètres de hauteur, et ça sera en enrochement. Et tout ça, en fait, pour arriver jusqu'à la centrale du budget. Et bien évidemment, il y a aussi la création d'un contre-canal de drainage. Il y aura un rehaussement des terres agricoles de l'ordre de 55 hectares, afin que, voilà, donc pour pas que les nappes phréatiques soient trop impactées. Il y aura la création d'une rivière artificielle. Alors on parle souvent de passe à poissons, mais là on parle d'une rivière artificielle qui sera créée aux abords du barrage usine pour permettre le franchissement des poissons. Et sur cette rivière, d'autres aménagements aussi peuvent être prévus pour améliorer la continuité écologique dans le fleuve et ses affluents et les berges. Il y aura bien évidemment aussi un réaménagement de l'embouchure des affluents du Rhône avec des bras secondaires. Et il y aura aussi un aménagement paysager, notamment pour reconstituer la lisière arborée, la création de pistes de service qui pourront éventuellement être ouvertes à la promenade. Je vous rappelle que, au plus tard, cet ouvrage verra le jour en 2033 et que ces travaux seraient à un moment donné concomitants avec les travaux de la centrale. Donc, pour mieux comprendre, alors on va remonter un petit peu et on va prendre un peu ce schéma. Vous le trouvez sur le site internet, mais voilà un peu comment ça va fonctionner. Vous avez le canal qui sera alors rive droite Loyette, rive gauche Saint-Romain, et le barrage et la centrale hydroélectrique sur le fleuve. On dit que c'est un barrage en ligne.
tout est sur le fleuve, en tout cas tout est en alignement. Ce qui est important, c'est qu'après on verra sur l'hypothèse, sur la slide d'après, les deux hypothèses dont on parle. Donc, voilà, selon que la centrale, que l'usine hydroélectrique soit à gauche, sur la rive gauche ou droite, le contre-canal sera d'un côté et l'espèce de franchissement piscicole, de rivière piscicole, sera de l'autre côté. On va regarder la slide d'après. Descends un petit peu, s'il te plaît. Voilà. Donc, à l'heure où on se parle, les travaux de la CNR étaient sur 11 scénarios. Il en ressort 2. Les 2 derniers, c'est un scénario avec... Alors, c'est un peu particulier, mais avec... Alors, on descend un petit peu que je puisse avoir accès... Voilà. Un scénario avec l'usine en rive gauche, donc du côté de Saint-Romain, et la rivière du côté de Saint-Romain. Et vous voyez... Les côtés gris, c'est tout ce qui sera exaucé. Les 55 fameux hectares dont j'ai parlé tout à l'heure. Sachant que pour ceux qui visualisent, ici on a la carrière Verdolini, et là actuellement, c'est le champ des chevaux du Poney Club de Passieux. Si vous regardez bien, et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce schéma, c'est que le Rhône, c'est ça, aujourd'hui c'est ça. Il fait comme ça le Rhône. D'accord ? Et demain, le Rhône, ce sera ça. On le voit bien. Alors, remonte un petit peu, juste pour voir la légende. Non, redescend, pardon. Hop, redescend, encore, voilà. Le lit actuel du Rhône, c'est le bleu clair, et le nouveau lit du Rhône, c'est le bleu foncé. Remonte un petit peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la centrale hydroélectrique, aujourd'hui, physiquement, et c'est là où je ne comprends pas encore, mais vu que le Rhône, il est là, actuellement, normalement, il est censé être sur les terres de Loyette. Si vous me suivez bien. On est d'accord. Donc, aujourd'hui, physiquement, c'est sur Loyette. Sauf que, je ne sais pas comment ça se passe, si demain le lit du Rhône est modifié, comme en l'espèce, il y a une nouvelle rive qui va être créée, et donc finalement, on parle bien de la rive gauche, et donc on parle bien de Saint-Romain. Donc ça, c'est la première hypothèse, avec en plus cette fameuse rivière de Passe à Poisson. La deuxième hypothèse, c'est celle-ci. C'est à peu près la même chose, sauf que c'est inversé. On a le lit du Rhône toujours qui est présent, là. Et par contre, la centrale hydro qui est sur le côté de la rive droite, avec cette fois-ci la rivière à Poisson de ce côté-là. Si le canal il est dans les deux cas. Si, il est dans les deux cas, il n'est pas matérialisé. Donc, remonte un petit peu pour que je vois la légende, pour voir, j'ai rien oublié, voilà. Donc on est bien sûr, comme j'ai dit, des zones de remblai et des zones humides, bien évidemment, bon, c'est déjà pas mal humide, mais pas loin du Rhône. Et le reprofilage, il se fait, voilà, jusqu'au bout, mais sachez juste que le Rhône, voilà, le lit va vraiment être modifié à cet endroit-là. Donc je ne sais pas comment ça se passait. Alors à l'époque des guerres, c'était sympa, mais en gros, si la première hypothèse sort, on va annexer, même la deuxième, on va annexer la commune de Loyette, artificiellement parlant. Voilà. Donc vous voyez bien, par contre, qu'en termes d'emprise, finalement, sur ce schéma-là, Saint-Romain, nos terres, elles peuvent être touchées, mais par contre, du côté de Loyette, il y a beaucoup de terres qui vont se retrouver sous l'eau, in fine. Donc du côté des agriculteurs de Loyette, à mon avis, ils vont aussi être bientôt contactés, sachant qu'aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de parler ce matin avec le propriétaire de ces terrains-là, qui exploite le Poney Club de Passieux. À ce jour, il n'a jamais été contacté par la CNR et il découvrait ses plans que je lui ai fournis, étant le premier intéressé par ça. Donc voilà, je voulais vous le présenter parce que ça date d'hier et qu'on a forcément beaucoup de questions, mais il y a quand même à avoir pas mal de travaux, bien évidemment, mais ça on le savait. Ce qui est important quand même, c'est de dire que ce soit l'un ou l'autre des hypothèses, l'État, quand elle va prendre parce que ça sera normalement la ministre Pannier-Runacher qui prendra la décision, l'État, quand il prendra sa décision,
il va prendre une décision sans savoir où se trouve la centrale hydroélectrique. C'est ce qui est marqué dans les documents. Voilà. Ça veut dire que nous, si on veut concerter et se dire on veut la l'usine, on veut pas l'usine, en fait, les études ne seront pas faites, ne seront pas encore finalisées. Et il n'y a pas que ces questions-là qui ne seront pas encore finalisées, et donc, ça peut poser souci. Oui. Une petite remarque, c'est qu'il y a aussi une intervention sur le cours du Girondin. Oui, tout à fait. Oui, oui. On voit que, alors, il y a une intervention sur le cours du Girondin, on le voit parce qu'on est sur le P439.9, mais en gros, sur tous les affluents, il y a une incidence. Bien évidemment, le site Girondin, puisque là, on a la steppe. Hein. Elle est là, la steppe. Puisque, eh ben, là, je sais pas. Voilà, non, mais là, c'est surtout que la verrue, là, qui part en direction de l'Est, du Nord-Est, ça existe pas. Ouais, ben non, on est d'accord. Donc là, je ne sais pas si le Girondin va être matérialisé par un gros fleuve comme ça. Donc là, c'est des questions, et bien évidemment, pour mes descentes, c'est les premières questions qu'on va poser. Donc aujourd'hui, je peux vous garantir que, voilà, quand j'ai étudié ces petits plans, parce qu'à la base, il y avait beaucoup de scénarios, mais c'est les deux derniers qui sont proposés, et le choix sera fait certainement fin 2024, voire 2025. En tout cas, l'État prendra sa décision sans savoir où se trouve l'usine. Alors pourquoi on en discute entre nous? C'est parce que tout simplement, on a su qu'il y avait 2 millions d'euros de retombées fiscales sur ce projet-là, et répartis dans le document. Alors ils avaient dit il y a 2-3 semaines 10 communes, là c'est sur 12 communes. Mais je pense quand même que celui qui a la centrale hydro, si le projet aura les meilleures retombées. Sophie, vous voulez dire quelque chose? Oui, je croyais qu'on n'avait plus le droit de toucher au lit des fleuves depuis le drame du Drac. Donc je suis très étonnée de découvrir ça. Alors, vous verrez dans les documents, il va y avoir une dérogation. Alors, je vais vous lire exactement, et vous allez comprendre. Elle est exceptionnelle, cette dérogation. Hop. Exceptionnelle, ils en ont besoin surtout. Je me rassois, je vais faire ma présentation. Il y a une phrase qui m'a vraiment interpellé. Alors, c'est ça. Le projet dégradera-t-il le bon état de la masse d'eau au sens de la directive 4 sur l'eau, et quelles obligations s'imposeraient au maître d'ouvrage? Donc si c'était le cas, d'après les scientifiques qu'on a vu, c'est le cas, mais si c'était le cas, si cela était avéré, une demande de dérogation au respect des objectifs de la directive cadre sur l'eau serait nécessaire. Cette dérogation serait instruite lors de la phase des autorisations réglementaires du projet. Donc en fait, ils vont faire des demandes de dérogation pour tout. Mais on est d'accord. Donc ils font des normes et puis à chaque fois que ça les arrange. On est d'accord. C'est tout comme, je vous le rappelle, que la concession est acceptée sans la concurrence de l'Europe. Voilà. Donc ce qui est important, c'est aussi ça. Vous le retrouvez sur le site. C'est toute la phase de concertation avec les différentes rencontres. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été contacté par une société, c'est la société Par Image, qui m'a sollicité parce qu'il y a 5 citoyens qui sont triés sur le volet, 5 Jalurnains et 5 Loyétains qui vont visiter le barrage de Solbrena. Pour moi, c'est une mauvaise idée. J'aurais préféré qu'ils visitent plus le barrage de Vaugry, parce que le barrage de Solbrena, c'est pas ça qu'on va avoir. Le barrage de Vaugry, qu'on a aussi visité, est un barrage en ligne. Voilà, mais bon, c'est une petite parenthèse. Après, c'est bien, on pourra voir ce que c'est qu'une centrale hydroélectrique, ce que c'est qu'un barrage et tout ça. Il y aura des réunions à Saint-Romain, donc vous pouvez le voir. Le lundi 15 janvier, donc à la sortie des fêtes, en salle Carlet. Donc il y aura une réunion thématique sur le projet dans son environnement. Et puis, il y aura aussi... alors, ils m'ont demandé un endroit où il y a le plus de monde, de passage, choses comme ça. Donc, je leur ai dit, Girondin et place du marché. Et donc, la CNR aura un stand le mardi 9 janvier. Décidément, vraiment la sortie des fêtes. C'est pendant le marché. Ils seront présents de 9h à midi pour répondre aux questions des administrés. Voilà. Bon. Ils veulent vraiment toucher du monde, 9h midi. Oui, mais donc... C'est de la fumisterie. Donc... Tu leur l'as dit. Donc... Bien sûr. Mais nous, alors, ça a le mérite d'exister, mais en parlant de tout ça, nous, on va quand même aussi informer au fur et à mesure,
puisque, et moi le premier, j'ai des contacts réguliers avec des personnes sur ce projet. Lundi dernier, j'avais donc un contact avec le cabinet du ministre Béchu, donc lui, il est sur la transition écologique. Concrètement, sur 1 heure et demie de réunion, la seule chose qui m'intéressait, c'est est-ce que beaucoup de monde est intéressé par ce projet, est-ce que ça peut faire des vagues? Voilà. Donc je lui ai dit, ben oui, il y a des gens qui sont intéressés, est-ce que ça peut faire des vagues? Peut-être. Et ils nous ont dit, grosso modo, c'est simple, on ne parlait même pas de faisabilité, c'est que s'il y a peu de personnes qui participent à la concertation, l'État décidera et verra que, en fait, ça intéresse personne, et ça l'aidera pour prendre sa décision, notamment pour aller sur ce projet. La semaine prochaine, dans 2 semaines, je ne sais plus, je vais avoir maintenant cette fois-ci le cabinet de Mme Panero-Inachi qui va me contacter. Et mardi prochain, je vais voir le sous-préfet de l'Isère concernant aussi ce projet. Et demain, j'ai une rencontre avec M. Barbier, puisque là, on ne parle que du barrage, on ne parle pas du pont. Donc M. Barbier qui va nous donner des éléments concernant les scénarios pour un deuxième franchissement, parce que je crois que vous avez bien compris qu'avec la décision du président de la République et le fait d'accueillir de nouveaux EPR à Bugey, à Loyette, et ben, il faut un deuxième franchissement, parce que sinon ça sera invivable, et pour ça il y a plusieurs scénarios. Donc évidemment il ne faut pas qu'on désengorge Loyette pour engorger Saint-Romain, mais on n'est pas contre un deuxième franchissement du moment que notre commune est protégée, vous voyez par nous, donc à voir. Donc ça sera en tête-à-tête demain, non pas demain, jeudi, pardon. Et par contre, il va aussi, le 24, parler à tous les maires, et il va leur demander leur avis à la maison du département. Voilà. Sachez juste aussi que la commune travaille en parallèle sur ce projet, parce que dans la concertation et pour avoir les documents, en fait, toutes les questions que je me posais, il y en a 80% que je me pose encore avec les documents qui sont envoyés, notamment sur la technicité. Il y a beaucoup de choses, notamment des questions scientifiques, où on n'aura pas les réponses. Donc maintenant, je commence à mieux comprendre l'intervention qu'il y a eu il y a 3 semaines, un mois, je ne sais plus, à la préfecture de région, où il y a un des intervenants payés par la CNR qui nous a parlé pendant 20 minutes, et M. Rex et M. Becquet étaient là de frustration. Moi, je suis frustré. Mais après, je savais que je n'allais pas avoir toutes les réponses. Donc, on va suivre la concertation. Le collectif, en parallèle, va mener ses actions. Ce sera ses propres actions, mais que nous, on va véhiculer au niveau de nos moyens de communication, pour que chacun puisse s'exprimer. Aujourd'hui, plus il y a d'informations, et moins on est informé, il faut absolument que cette info elle aille jusque dans les chaumières des gens. Et peut-être que je me trompe et que la plupart des personnes veulent ce projet-là. Voilà. En tout cas, vous pourrez vous prononcer. Donc, voilà le point vraiment très frais, puisqu'il date d'hier. Et ça sera forcément un fil rouge qui nous tiendra en haleine jusqu'au moins 29 février, et surtout jusqu'au mois de juin, où l'État va nous dire stop ou on continue. J'ai une question encore. Oui. Donc bon, pour l'instant, on sait que c'est pas encore acté, mais donc dans le dernier article sur Dauphiné, il parlait de la création de 8000 emplois. Alors, oui, mais on va les mettre où ces gens? Alors, ça c'est quelque chose de très important. C'est pas anodin si sur la page de la page internet on a mis en rouge. On remonte. Voilà, alors, hop. Mise en service au plus tard en 2033 avec des travaux concomitants à l'installation de nouveaux EPR au budget. On estime que pour le barrage, c'est 300 personnes, il va être, c'est les chiffres qui disent 300 personnes qui travailleront sur ce projet de création. Et une fois qu'il sera mis en application, on sera sur une vingtaine de personnes, entre 15 et 20 personnes sur site. Pour budget, pour la construction, sur les chiffres, ça fluctue entre 8 et 12 000 en plus. Donc, ce n'est pas 300 de plus qui vont faire que, mais en effet, il va y avoir une tension foncière sur notre territoire qui va être énorme. Alors déjà, on a du mal à loger, mais alors là, je vous explique pourquoi. Donc, bien évidemment qu'aujourd'hui, on est en train de réaliser le PLU et qu'on travaille sur le PLU et qu'on essaie de prendre en compte ce genre de choses, mais ça va toucher Saint-Romain, Loyette et toutes les communes environnantes.
Et tout se fait en même temps, parce qu'au-delà du foncier, il va y avoir tout le trafic qui sera généré, notamment pour la construction. Et c'est pour ça que j'attends aussi impatiemment ma rencontre avec le département, et j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer. Et la réponse, elle est dans la question. Où? Ben, je ne sais pas. Par contre, il n'y a pas longtemps, je vous avais parlé du fait que M. Wauquiez voulait supprimer la loi ZAN. Est-ce que ce serait pas en lien? Alors M. Wauquiez, il a sollicité tous les maires pour leur demander son appui. Alors, il ne voulait pas, dans son courrier en tout cas qu'il nous a envoyé, il ne voulait pas la supprimer, il voulait l'aménager pour prendre en compte les réalités du terrain. Donc moi je l'ai soutenu là-dessus. En tout cas, j'ai dit que en fait c'est par rapport au délai qui est proposé, c'est juste incroyable. D'ailleurs, vous le verrez, on a une injonction avant le 31 décembre, ça fera l'objet d'une délibération lors du prochain conseil municipal. On doit faire dans la hâte une réunion publique et une délibération pour visualiser sur notre commune les zones d'accélération. Tout ça fait accélération des énergies renouvelables, et tout ça fait écho aux ZAN. Mais en fait, tout est précipité, c'est du grand n'importe quoi. Ça tombe un peu comme la mise en demeure tout à l'heure des 38 000 €. Et c'est juste insupportable. Et c'est tout le temps comme ça. Et dès que vous allez vous tourner vers l'État et que vous voulez des réponses, vous n'en avez pas, vous n'avez personne. Donc, par rapport à ce que vous dites, lui, il parle d'aménager parce qu'on est d'accord qu'on ne peut pas continuer à manger de l'espace vert du naturel agricole. Mais toujours est-il qu'il faut quand même peut-être un peu détendre le calendrier. Et M. Wauquiez, ce n'est pas le seul, hein, parce qu'on a aussi des sénateurs qui ont aussi demandé tout ça. Mais on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en relation. Mais encore une fois, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Le ZAN, pour que ce soit pour les EPR et pour le barrage, il saute. Parce qu'il y a l'intérêt supérieur de l'État, l'intérêt général prime, et qu'il y aura aussi plein de dérogations. Alors pour les EPR, il n'y a pas de question à se poser. Parce que voilà, aujourd'hui, alors on se parle, en tout cas, c'est compliqué de s'en passer, même si voilà, il faut progresser. Mais sur un barrage de 37 MW de puissance, on peut peut-être s'en passer. Moi, je dis ça, je dis rien. Est-ce que c'est vital pour le territoire? Je vous rappelle que c'est 1% des productions des 4 EPR de la centrale et c'est 0,92% de la production actuelle de la CNR, puisque c'est 4000 MW en termes de puissance actuelle. Ils veulent monter à 5005. Donc c'est rien. Demain, ça sera. C'est rien pour la CNR. Je ne comprends pas ce projet. Voilà. Bon, c'est une parenthèse. Voilà, je voulais juste vous dire que si ça vous intéresse, n'hésitez pas au moins à lire la synthèse. À la différence de la concertation, du dossier de concertation de 104 pages, vous avez juste l'hypothèse où la centrale est en rive droite. Voilà. Mais sinon, il y a l'essentiel. Voilà. Vraiment l'essentiel. Et surtout, c'est le calendrier. Il faudra que nous, Jalus-Romain, on puisse s'exprimer. Voilà, moi j'en ai terminé sur les informations et je vais passer la parole à M. Martelin. Bonsoir, donc un petit point urbanisme. Notamment le 10 novembre, nous avions effectué la 3e réunion pour l'élaboration du PADD, qui est le plan d'aménagement et de développement durable, qui sera inscrit dans la révision du PLU. Il nous a bien fallu 3 réunions pour arriver à fournir à la société Verdi, qui est en charge de cette révision, pour établir une trame que nous présenterons dès que possible déjà au PPA, c'est-à-dire aux personnes publiques associées, le département, le SCOT, la CCBD et certainement d'autres aussi. Les communes. Voilà. Puis après, nous aurons une réunion publique aussi pour présenter cette trame. Bon, voilà. Donc après, avec le scénario qu'on avait choisi, donc le scénario authentique. On a l'avance sur les comptes rendus, mais on va les mettre en ligne. Oui, parce qu'on a eu, vous l'avez expliqué, monsieur le maire, on a quand même un petit peu de travail ces derniers temps à tout niveau. Donc si vous avez des questions. Non. Là, je passe le micro à Madame Deschanaux. Qui va prendre le relais et qui va informer ce que M. Romanoto voulait nous dire. Bonsoir. Moi, je vais commencer par le CCRS. Alors,
plus, il y a plein d'informations qui ont été envoyées à nos seniors, les cafés des aidants, les formations sur le CESU, enfin bon, plein de petites choses, Happy Visio, qui est une... on vous propose des visios où on vous parle de plein de choses qui peut être intéressantes. Donc ça, on leur fait une, pour tous ceux qui nous ont laissé leur mail, on leur fait une information par mail. Après, on essaye de vous faire aussi les informations sur nos différents sites. Donc là, on va parler des choses plus proches. Donc déjà, je vais parler de la cantine intergénérationnelle. Donc il fallait attendre un petit peu que la cantine se remette en route. Ça y est, tout roule. Donc on propose aux seniors, s'ils le souhaitent, de venir manger avec les enfants pendant la cantine. Donc pour ça, simplement, vous appelez la mairie et puis vous dites, ben voilà, j'aimerais venir tel jour. Et puis on vous inscrit et vous êtes invité, je dis bien invité, à venir manger avec les enfants. Et les enfants adorent ça. Hein. Après, le jeudi 30-11, il y aura le course-ton des écoles à 14h pour le Téléthon. Cette année, le thème, c'est Muscle-ton Téléthon. Donc, pour ceux qui peuvent venir, venez à 14h pour les encourager. Le Téléthon, il aura lieu cette année chez nous le 2 décembre. Comme d'habitude, il y aura le petit déjeuner le matin à la maison pour tous, à 8h, à partir de 8h. La marche à partir de 13h30 avec le club de marche de Saint-Romain. Départ au gymnase, face à Carlet. À 14h30, puisqu'il faut muscler notre téléthon, on va muscler nos gens. Donc les familles sont invitées à venir faire des parcours sportifs. Il y aura même un parcours du combattant. Donc plein de bonnes choses, plein de choses pour se dépenser. Ça, ce sera dans le gymnase. Dans la salle carrée, pour ceux qui sont moins sportifs, on va dire, mais qui ont envie de développer leur corde vocale, il y aura un petit karaoké. Candidate. Donc voilà, ça c'est pour le 2 décembre. Après, le jeudi 7 décembre, nous aurons le don du sang. Je vous rappelle qu'il est préférable de s'inscrire sur le site. Vous retrouverez tous les renseignements nécessaires, toujours sur les sites, au site de la mairie, Politéa et Facebook. Après, nous allons cette année aussi demander à nos petits Jalio-Romains de préparer des décorations pour notre sapin. Donc, ils pourront venir installer leurs décorations. Il y aura, comme les autres années, des permanences. Donc, le jeudi 30-11, le vendredi 1er décembre, le lundi 4 décembre et le mardi 5 décembre, à partir de 14h30, c'est-à-dire la sortie d'école. Et l'illumination du sapin se fera le mardi 5 décembre à 18h30. Et nous vous attendons très nombreux. Après, non, du sang, c'était après, mais c'est pas grave. Je ne suis plus tout à fait dans les dates. Après, nous aurons le samedi 16 décembre la tournée des seniors. Nous irons les visiter. Et le dimanche 17 décembre, il y aura l'arbre de Noël. Voilà un mois de décembre très chargé. Maintenant, M. Romanotto n'étant pas là, il nous a laissé les informations, comme il le fait toujours, pour vous communiquer les activités des différentes associations. Donc, à partir de vendredi 17 novembre, vous avez la fête foraine qui démarre à 16h30. Samedi 18 novembre, vous avez la boum d'Halloween du sous des écoles dans la salle de réception. L'assemblée générale des boules dans l'ancien vestiaire. Le championnat du tennis de table au gymnase, la vente de duo des classes jalio-romaines entre le gymnase et la salle Carlet. C'est tout le même jour. Voilà, ça c'est tout le samedi 18 novembre. Après, on passe au 24 novembre. Il y a l'AG de la pétanque dans l'ancien vestiaire. Le samedi 25 novembre, le loto du CA au gymnase. Concours de coinche des boules dans la salle Carlet. Je vous redis, samedi 2 décembre, le Téléthon. Mardi 5 décembre, illumination du sapin. Jeudi 7 décembre, le don du sang. Le samedi 9 décembre, il y a le championnat du tennis de table qui se situera au gymnase. Le 16 décembre, il y a la tournée des seniors. L'arbre de Noël du tennis au Club House. Et match de basket au gymnase.
Le dimanche 17 décembre, ça sera l'arbre de Noël de nos enfants. Et le 18 décembre, ça sera le goûter des marcheurs du CA à la Maison pour tous. Voilà, une activité bien chargée, mais j'ai fini. J'avais une petite question concernant l'urbanisme. Est-ce qu'en fait, une mise à jour des arrêtés d'urbanisme va être faite sur le site internet? Donc la réponse est oui quand dès qu'on les fait. D'accord. Tous les actes administratifs, on va les mettre. D'accord, simplement pour un petit suivi. Et en fait, concernant l'urbanisme, est-ce qu'on se maintient sur des rythmes antérieurs en termes de construction ou autre, ou pas du tout? Au niveau des permis de construire, c'est un petit peu baissé. Forcément, après, avec les banques qui ont un petit peu plus de mal à prêter, enfin, pas qu'ils ont du mal à prêter, c'est qu'ils ne veulent pas prêter, surtout. Par contre, au niveau des déclarations préalables, les travaux d'aménagement, de réhabilitation, enfin un peu tout, ça continue à être assez fort quand même. Ouais. Ça sera marqué dans le bulletin municipal, tout ça, on fera un petit topo aussi. Sur l'année en cours. Voilà, donc on doit être autour d'une vingtaine de PC, et donc de permis de construire, et un peu plus d'une centaine de déclarations préalables. D'accord. En termes de permis de construire, c'est des nouvelles constructions ou plutôt des aménagements ou des restructurations? Oui. Enfin, la plupart, ouais, ce sont des nouvelles constructions. Ouais. Et concernant l'OAP, en fait, Gérine Route de Loyette, Oui. quel est son devenir par rapport à sa finalité, en tout cas en termes de permis d'aménager? On voit que les voiries ne sont pas encore faites. Est-ce que déjà toutes les constructions sont terminées? La plupart des constructions sont terminées, il ne restait plus qu'un bâtiment, vraiment un ou deux bâtiments à finir. Du côté de la Gérine, ils sont en train de faire justement, ils vont commencer à faire la voirie. Ils ont commencé à faire les cadres un petit peu, tout ce qui est pour pouvoir mettre justement l'enrobé. Et puis c'est un petit peu plus long de l'autre côté, plus de la route de Layette. Mais c'était prévu normalement mi-novembre jusqu'à mois de décembre. Et en tout cas, pour l'instant, ils vont commencer déjà à déblayer un peu toutes les bennes, tous les déchets qu'ils ont en cours. Enfin, c'est prévu, plus la création des places de parking route de Layette. Et du coup, le cheminement doux avait été conservé ou pas du tout? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Donc ce sera réalisé en même temps, dans la continuité? Oui, tout à fait. Ouais. On attendait évidemment que tous les travaux soient finis. Le cheminement doux, je pense qu'il sera à la fin pour éviter que pendant qu'ils font l'enrobé, qu'ils arrivent à détruire ce qu'ils aient construit. Donc, Et du coup, en termes d'accessibilité, il avait été conservé une entrée, une sortie pour la globalité? Oui, ça sera traversant, oui. Mais par contre, pour l'accès aux voitures, ça sera avec un portail fermé, justement. Oui, c'est clos privé, voilà, en fait. Voilà, c'est ça sera privé, oui. Ok. Et du côté route de l'Oeillette, alors des places de stationnement vont être créées par la suite? Oui. Là où il y a les voitures qui se garent actuellement. D'accord. Sur le terre-plein, ce sera des places de parking. D'accord. Et juste autrement, peut-être que ça a déjà été signalé, mais tout à l'heure, j'ai vu que l'éclairage public au niveau du passage piéton du côté des toilettes ne fonctionne pas. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu en passant, ce qui peut être assez dangereux, puisque avec la pluie, tout à l'heure, les enfants arrivaient pour traverser le passage piéton pour aller du côté du centre commercial, et comme c'est pas éclairé, il est vrai que ça peut être accidentogène. Tout à fait, mais merci de nous le signaler. Ouais. En plus, Babola, j'ai fait des interventions Babola et ça, c'est pas remonté. On a fait des interventions Babola, là, j'ai vu passer. Ouais. Voilà, mais ça, on n'avait pas l'info. On est d'accord? Non, ça. Ouais, donc, merci. Que ce soir. Ouais, Juste pour information, on a découvert au dernier conseil communautaire
le projet de piscine sur notre secteur. Voilà. Je trouve que le moment est bien choisi pour engager entre 10 et 15 millions d'euros quand même sur la piscine. 7 et 15 selon le scénario. Ouais, 7, on sait déjà que le 7 sera écarté, mais bon, si vous voulez, on va mettre 7 et 15. Voilà. Donc pour l'instant il est volant puisqu'il a atterri nulle part, mais on a eu droit à une présentation quand même déjà bien avancée, hein. Un projet bien avancé. Je pense que honnêtement, si la communauté de communes, notamment pour des projets transverses, a quelque chose à faire, il est quand même mieux qu'une piscine qui perd toutes les années entre 3 et 500 000 euros, ce qui n'est pas rien. Il y avait de l'autre côté, j'ai participé, je pense qu'il y avait Gina aussi, à une réunion sur l'alimentation où il y aurait peut-être un projet de cuisine centrale. Je pense qu'une cuisine centrale en projet transverse serait nettement plus favorable sur la commune et ça permettrait à toutes les communes au moins d'avoir le même prestataire au même tarif avec des produits en circuit court. Mais bon, ça c'est que mon avis. Mais je pense vraiment que, en l'état actuel, une piscine dans ces sommes-là, c'est un peu déplacé. En fait, ce qui se cherche aussi, c'est... Oui, non, après moi je vais parler des deux projets. Alors le projet de la piscine n'est pas porté par ma compétence éco. Il est juste porté du fait que voilà, dans le cadre c'est quoi déjà le savoir nager? Le savoir nager. Bon, vous le savez, nos enfants ils vont à Saint-Vulbas, les enfants de Saint-Romain vont à Saint-Vulbas, les enfants du collège de Crémieux vont à Villefontaine, non, à Morestel, vont à Morestel et ils perdent beaucoup de temps. Non, ils vont à Morestel ou à Villefontaine? Non, ils vont à Villefontaine. Ils vont à Villefontaine et en gros ils se baignent sur 2 heures, ils se baignent 20 minutes. Donc il y a un problème d'équipement. Bon. On sait que depuis très longtemps, le maire de Crémieux notamment souhaite sa piscine sur sa commune, mais grosso modo, ils sont en train de se dire sur l'ouest de la commune, sur l'ouest des balcons, il faut une piscine pour se savoir nager et autres, développer d'autres choses. Okay. Donc c'est soit Crémieux, soit Tigneux, pourquoi pas aussi soit Saint-Romain. Vous rappelons juste que, et c'est dans ce cadre-là, si jamais demain il y a un équipement communautaire qui doit s'installer sur une commune, la commune devra céder pour 1 euro symbolique, donc si la commune le souhaite et si le conseil communautaire le vote, parce qu'on est encore loin d'avoir une unanimité sur un projet comme ça, puisque les scénarios vont de 7 à 15 millions, parce que c'est pas le même service qu'on développe. La commune lèguera n'importe quelle commune de terrain à 1 euro symbolique, parce qu'on estime que la commune qui bénéficie d'équipement, qui a l'équipement, les administrés de cette commune en bénéficieront un peu plus. Voilà, donc ça c'était l'histoire par rapport, souvent on parle du projet du 1 euro symbolique, c'est dans ce cadre-là que ça rentre en ligne de compte. Maintenant, moi je reprends le projet de cuisine centrale, ça tombe bien parce que j'étais en conférence budgétaire jeudi dernier pour présenter les budgets de mes 3, en fait, 2,5, les 3 compétences que j'ai, donc l'éco, l'emploi et l'éco-circulaire. Et donc j'ai avancé deux choses. Donc au niveau de l'éco-circulaire, une recyclerie, parce que le projet est bien avancé, l'insertion sur Saint-Chef, et le projet de cuisine centrale. Donc j'ai demandé à ce qu'on mette au budget ce type de projet. Bon, ça va être débattu. Le problème de la cuisine centrale, c'est, alors parce qu'on m'a rétorqué, parce que bien évidemment, si tout ce que je demandais, je l'avais, ce serait très bien, mais on m'a dit qu'il fallait faire attention, parce qu'on avait pas mal de cuisine centrale, alors si c'est votre compétence, en plus ça tombe bien, mais là sur les environs, c'est un peu compliqué. Il paraîtrait qu'il y aurait des problèmes en termes de... Bon, on sait que quand c'est avec un public, de toute façon, on sait qu'on va perdre de l'argent, on sait, mais que là, c'est peut-être le voir trop beau. Donc je voudrais que, donc j'ai dit à la personne qui m'a dit ça pendant cette conférence budgétaire, en fait c'est de faire une cuisine centrale, penser que ça va résoudre tous les problèmes, mais il y a des problèmes que ça ne fonctionne pas. Donc moi j'ai demandé à ce qu'on me donne un contre-argument, donc j'attends le contre-argument, mais moi j'ai poussé le projet pour l'information. Je pose juste pour la petite histoire, parce que quand on a fait la piscine de l'autre côté, Morestel, avant Morestel, c'était le projet de la CCIC, on a eu cette discussion-là. On nous a quand même sorti qu'une cuisine centrale perdait de l'argent tous les jours. Des sociétés privées qui perdent de l'argent tous les jours, il y a longtemps qu'elles ne seraient plus là. Voilà. Après, tout dépend de ce qu'on veut y mettre et quel prix on veut revendre. Oui, on peut perdre de l'argent aussi. Mais je pense que dans un projet transverse pour faire de l'économie circulaire et du circuit court, il n'y a pas mieux. Une piscine, qu'est-ce qu'elle va nous rapporter? Hormis nous coûter de l'argent tous les ans. Et encore, si les travaux se passent bien, s'il n'y a pas de fuite au bassin, s'il n'y a pas de problème d'eau, voilà, faut arrêter.
de nous opposer à la cuisine centrale une piscine qui va nous rapporter que dalle. Voilà, en fait, les arguments qui étaient par rapport à cette cuisine centrale, maintenant, je pense à m'en souvenir. Et qui crée pas d'emploi, la piscine. Oui, on est d'accord. Contrairement à une cuisine centrale. En termes, voilà, ce qu'on m'a rétorqué comme argument, parce que moi j'ai quand même mis sur ma volonté politique, mais bon voilà, parce que ça va ressortir, c'est toujours pareil, ça sera tranché, mais sur les circuits courts, en fait, c'est de dire que un écu central, souvent, c'est cyclique, c'est-à-dire que en fonction de ce qui est cultivé, à certaines périodes, c'est dur de faire des choses qui changent tous les jours. Et par contre, au niveau des agriculteurs, eux, ils sont partants du moment qu'il y a des débouchés. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous demandent quoi? Ils disent quoi, les agriculteurs? Ils disent, moi, il n'y a pas de problème pour faire du maïs, de la céréale, machin et tout ça, du moment qu'à la fin, j'ai des débouchés. Bon, donc, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai poussé. Alors, c'est un sujet qui avait été abandonné, que j'ai repris il y a quelques temps, mais qui est beaucoup moins avancé quand même que le projet de recyclerie. Mais parce que le projet de recyclerie, il y a eu un aval de l'État. Donc voilà, mais toujours est-il que c'est très intéressant et structurant, et que là, il faut juste se poser la question de savoir où est-ce qu'on veut la mettre. Donc ce sera sur l'ouest, donc ce sera Crémieux, Tigneux, je ne sais pas, on peut aller sur Saint-Romain, pourquoi pas, on verra. Mais en effet, ça crée de l'emploi, et surtout, ça permet d'avoir des circuits courts, et puis aussi savoir un peu ce qu'on nos enfants vont avoir l'assiette. Par contre, leur argument, comme quoi, par rapport à la diversité, mais ça ne s'entend pas. À l'heure actuelle, tout le monde sait qu'on doit manger local, de saison. Donc, s'il y a déjà beaucoup de gens qui le font, et bien tant pis, on mange plus. Dans la semaine, ils nous arrêtent de manger des fois plusieurs fois la même chose. Mais autrefois, c'était comme ça. Et il faut revenir à ça, parce qu'on ne peut pas continuer à cultiver des tomates au mois de novembre et chauffer les serres. C'est complètement aberrant. Donc, il faut peut-être aussi apprendre à nos enfants, c'est en passant par leur assiette qu'ils vont apprendre qu'on ne mange pas de tomates en novembre et pas de concombre non plus. Mais on mange du chou, des pommes de terre, des salsifis et d'autres jus et légumes qui commencent à revenir sur les marchés. Oui, tout à fait. Il ne faut pas en abuser. En collectivité, c'est un peu compliqué. L'épluchage, il faut quelques jours. Non, mais en fait, voilà, il y avait, autour de cette table, il y avait un vice-président qui avait une entreprise dans ce secteur-là et du coup qui avait mis un certain nombre de réserves, mais c'est le début d'un combat, on verra bien. Voilà, donc pour dire que c'est revenu au bout du jour, cette cuisine centrale. En tout cas, de mon point de vue, c'est nécessaire pour l'Ouest lyonnais et je suis d'accord pour dire que c'est plus nécessaire qu'une piscine. En tout cas, on est sûr qu'il y aura moins de déficit et en tout cas, c'est une image un peu plus vertueuse qu'une piscine. C'est bon, ça va. Non, ça tourne, c'est bien. Non. Oui, non, il y en a un, il est par là. Il a mouru. Bonsoir, moi je voulais juste refaire un peu le point par rapport au bulletin municipal que j'attends encore certains documents que je n'ai pas eu. Enfin, c'est un peu général, on va dire que là j'en suis à peu près la moitié des documents. Donc il y en a qui sont en cours, il y en a qui me les ont déjà donnés. Le problème, c'est qu'on attend des documents qu'on ne maîtrise pas, les documents des institutions, les documents des urgentistes, les documents des pharmaciens. En fait, c'est intéressant parce que les urgentistes, ils vont nous dire exactement combien. Je peux vous dire, ils ont fait 27 000 consultations. Je prends bien. Bon, ils vous donneront les chiffres. Et ils sont un peu. Voilà, le pharmacien, c'est pareil. Donc, je relance les infirmières, je viens de tout avoir. Voilà, après, pour le reste, voilà, il y a des choses que. Les associations, en fait, c'est souvent. Voilà, c'est les associations, on court après. Je sais que Nicolas les a relancées. Et puis le petit article de la CNR où on attendait la concertation, mais voilà, on espère qu'on peut boucler assez rapidement. Mais c'est, voilà, ils vous disent, monsieur le maire, on vous les envoie, et puis en fait on ne les reçoit pas. Voilà. Mais bon, après pour tout le reste, tout ce qui nous concerne, heureusement, nous on a rendu le boulot, mais j'ai relancé les assos, et puis on n'a pas plus tard qu'hier, j'ai relancé les urgentistes. Et puis juste une dernière chose aussi par rapport à ce bulletin, c'est vrai qu'on laisse souvent une part aussi des jalus romains. Donc l'année dernière, on avait eu quand même pas mal de personnes. Là, cette année, on devrait avoir une personne sur laquelle on pense. Si par hasard, vous connaissez quelqu'un qui pourra avoir aussi un intérêt, que ce soit cette année ou l'année prochaine, enfin, n'hésitez pas à ce moment-là à nous le faire savoir.
pour qu'on puisse aussi y penser, soit cette année, soit l'année prochaine. Voilà. Donc ça marche pour tout le monde. Enfin, c'est un appel à tous les jaloux romains. Voilà, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être intéresser toute personne. Donc je suis preneuse. Alors, j'ai proposé les 2 écrivains de Saint-Romain, voilà, qui vendent des livres actuellement et qui sont écrivains, donc ça peut être très bien pour expliquer leur histoire, parce que c'est pas courant d'être écrivain. Donc je rebouclerai ça avec toi. C'est ça. Là, j'avais en tête un, donc s'il y en a un deuxième, c'est qui est là, et rue des Moulins. De Bouvry. De Bouvry qui est là. Ouais. Et, C'est bien connu quand même. alors je sais pas si, je crois qu'elle n'est pas mariée, mais Madame Giraud, qui a fait une dédicace le 16 septembre de ses livres et qui m'a invité, qui a écrit son 3e bouquin. Voilà. Et M. de Bouvry, alors lui, il en est un. Mais voilà, on mettra en avant ses écrivains. Ça marche. Ah, c'est tout pour moi. Merci. S'ils veulent bien, oui. L'habitude. Bonsoir à tous. Une petite photo, Kian. Voilà, c'était pour vous parler de dépôt sauvage. Ça a été trouvé lundi dernier aux abords de la Girine des Laouards de Baran. Alors, c'est pour rappeler à tous que les dépôts sauvages, quels qu'ils soient, sont punis par la loi en cas d'infraction et selon les articles. Et selon les articles R 632.1 et 635.8 du Code pénal. Il est interdit et soumis à une amende de 68 à 150 à 1500 euros pour les déchets sauvages. Pour le plaisir des balades en famille ou entre amis, nous souhaitons un village propre, dans le respect des habitants et de la nature. Nous rappelons que des bennes de tri sont à disposition à différents endroits sur notre commune et que nous disposons aussi d'une déchetterie. La déchetterie est passée en horaire d'hiver, donc les horaires c'est 13h30, 18h30 le mardi et le lundi, et les mercredis, jeudis, vendredis c'est ouvert le matin et l'après-midi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 18h30, et le samedi non-stop de 8h30 à 18h30. Donc si on peut respecter la nature et éviter certains de jeter nos déchets un peu de partout, on remerciera tout le monde. Vous savez peut-être d'ailleurs, pas forcément que ça marche. C'est vrai que c'est mieux aussi. Bonsoir à tous. 2 petites informations de travaux. Depuis vendredi dernier, nous avons enfin du chauffage au gymnase et à la salle Carlet. Il s'agit d'une installation de type réversible PAC RR. Ça nous chauffe l'hiver et ça fait la clim l'été. Je pense qu'on va faire des heureux parmi les enseignants et les parents d'élèves qui viennent à la kermesse de l'école l'été. Et les assos et les anciens pour le repas du mois de mars. C'est ça. Il reste encore une dernière chose à faire qui va être faite normalement demain et jeudi. C'est l'installation des filets pare-balles. Parce qu'en fait, on a des diffuseurs d'air qui sont en hauteur. Et le but, c'est qu'ils ne puissent pas être abîmés par les balles, entre guillemets. Donc une fois que cette installation sera faite, on pourra accueillir derrière justement volley, basket, tennis, etc., etc. La deuxième info, c'est que nous avons réuni jeudi dernier, le 9 novembre, les riverains de la rue du Stade pour obtenir un peu leur ressenti par rapport aux aménagements temporaires de sécurité qui visent à réduire la vitesse sur cet axe. On leur a également présenté un outil qui permet de dégager un espace pour les cyclistes et les piétons sur les voies les plus étroites, sur les parties les plus étroites de la rue du Stade. C'est-à-dire, en gros, ça partirait du Vival pour aller jusqu'au passage Victor Martelin. Et ce type d'aménagement, c'est ce qu'on appelle un chaussée doux. C'est, en termes de définition, c'est une voie centrale, c'est-à-dire que les automobiles circulent dans les deux sens sur une voie centrale, et on aménage en fait 2 pistes
de chaque côté, réservés aux vélos et aux piétons qui sont prioritaires. Ça sous-entend que quand deux voitures arrivent l'une en face de l'autre, vous en avez une qui se décale sur la droite, l'autre sur la gauche, mais qui doit rester derrière un vélo s'il y en a un devant. Voilà, clairement, c'est ça. Ça permet de réduire la vitesse sur toute la rue du Stade. En gros, on sera à 30 km/h de Vival jusqu'à la départementale. Au niveau du ressenti riverain, on a un accueil qui est favorable sur ce type d'aménagement. Voilà. Et au niveau du département? Bah pour l'instant, on n'est pas sur le département. Il y a un service de bus. Alors on va les informer. Mais les bus, aujourd'hui, ça fonctionne... Ça serait intéressant de les questionner avec nous. Oui, oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, ça fait partie... Il y a beaucoup d'accès. Si aujourd'hui vous regardez ce qui se fait sur d'autres communes, et notamment si vous allez à Saint-Didier-sur-Formand, ce type de chaussée-doux a été fait au niveau du collège, avec des cercles de bus, etc., etc. Donc c'est des choses qui aujourd'hui fonctionnent avec justement les bus, parce que sinon on ne serait pas engagé dessus. Parce qu'aujourd'hui c'est notre contrainte, le bus rue du Stade. Et les figurines piétons, vous allez les mettre où? C'est comment? C'est sur les voies. Sur la voie? Ouais. Sur le trottoir. Non, les bonhommes. Non, mais les bonhommes. Ah, les piétons. Non, les figurines. Les bonhommes. Les bonhommes. Les mannequins. Les bonhommes. C'est parti en général. On a des... Les mannequins. Les mannequins, les mannequins, on va les positionner. Alors, une fois qu'on aura fait les piétons. Ouais. Alors nous, on voudrait en mettre un au niveau de... Mais comment t'appelles ça? Les piétons. Oui, les piétons. Ouais, c'est une autre technique. Mais voilà, donc il y en aura certainement un au niveau de Baran, certainement, parce que quand même Baran, il y a aussi pas mal de mouvements, et un au niveau de la intersection rue du Stade et passage Victor Martelin, pas loin de l'école. Voilà. Je ne me suis pas trompé. Ouais, on en a deux. Les piétons. Il a appris quelque chose, tiens. Bonsoir. Je voulais faire un petit bilan sur le petit projet que j'avais. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai lancée il y a à peu près 3 semaines sur nos réseaux, où j'invitais les jeunes autour d'un apéro. Et aussi j'évoquais le fait, mon envie de créer un groupe de jeunes sur Saint-Romain-de-Leunas pour mobiliser la jeunesse. Du coup, le but de cet apéritif, c'était déjà d'avoir une première approche avec les jeunes. J'étais aussi accompagnée de Gina et le maire, donc c'était pour les rencontrer. Et du coup, pour voir qui était intéressé aussi de monter ce groupe-là, pour m'aider à créer de futurs projets et des événements par rapport à la jeunesse. Du coup, cette rencontre a eu lieu le 3 novembre. Il y a 5 jeunes qui se sont présentés. Donc c'était un comité très privé, mais on a pas mal discuté de ce qu'on aimerait voir sur la commune concernant les jeunes. On a eu des excusés quand même. On a eu 4 excusés, voilà, qui seraient prêts mais qui n'ont pas. Et juste repréciser la tranche d'âge. Moi je disais 16-25 ans, dans un premier temps. Et du coup, j'ai 2 jeunes de 16 ans qui s'appellent Loane et Manon, qui seraient intéressés pour se lier à moi, pour organiser de futurs projets. Donc je suis en lien avec elles et on va se rencontrer prochainement pour voir ce qu'on peut faire. Voilà, je voulais quand même remercier Gina et Sarah qui m'ont accompagnée et Céline Grosier aussi qui m'a poussée à faire tout ça. Excellent. Merci. Ouais, ça s'est super bien passé, pour ne pas partir dans la négativité, il y en avait peut-être 6, mais n'empêche qu'ils ont plein d'idées les 6. Donc voilà. Il y a des plateaux. Voilà. Alors moi je vais parler du CME. Il sera mis en place donc demain, mercredi 15, à la suite des élections déléguées qu'on a eues. Ils sont 12. Et je voudrais les remercier pour leur investissement, pour la commémoration du 11 novembre, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'enfants.
Ils ont chanté, ils ont bien lu, ils ont lu des textes qui étaient donnés par Nicolas, que je remercie, qui étaient très émouvants. Et une musique à la fin qui était quand même... ça prenait quand même. Au niveau secteur jeune, c'était complet comme d'habitude. Les vacances sont bien passées. À Walibi, donc je les ai même accompagnés, ça s'est super bien passé. En fait, les jeunes de la commune qui viennent sont top. En fait, ils sont très, très conciliants, ils écoutent, très respectueux, donc il faut vraiment les remercier, ces jeunes. On n'a pas que des mauvais, comme il y en a qui ont l'air de le dire. Non, il y a des gens super bien. Halloween, comme vous avez pu voir, les ados avec la commission environnement ont préparé et personnalisé des courges qui avaient été mis en place, qui ont été plantées par les chantiers éducatifs. Les graines provenaient de la grainothèque. Vous n'avez pas fait voler des courges? Comment? Vous n'avez pas fait voler des courges? Non, non. Ça a été volé quand même? Hein? Oui, on avait eu quelques. Non, je crois qu'il y en avait. Quelques semaines avant, ils ont saccagé une partie des courges. Voilà. Et des belles courges, mais ils nous en ont laissé parce qu'on avait quand même pas mal. Voilà, oui, c'est pour ça. Mais on avait les boules, mais on les a retrouvées aux caméras. On leur a demandé donc je leur ai envoyé une lettre. Je leur ai demandé un courrier d'excuses envers la commission jeune et l'école. Ils l'ont fait. C'était aussi des adolescents qui n'étaient pas de la commune. Parce que vous n'avez pas saccagé, vous les avez expliqués. Ils ont saccagé et piqué. Ils ont fait les deux. C'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Donc. Pour le chantier éducatif, cela a bien commencé. Ils sont 8. Signature de la convention. Demain, il y a pas mal de choses qui se signent. Juste préciser que les courges ont fini dans une ferme. Oui, c'est vrai. Tu vois, j'ai oublié ma petite phrase. Ils ont été... Côté mairie, mais oui, ils ont été donnés aux animaux, c'est ça que tu voulais dire. Oui, en fait, après les jeunes sont allés dans une ferme, voilà, je ne sais pas le nom de la ferme, mais je ne me rappelle plus du nom de la voilà, ferme. mais ils sont allés donner donc aux cochons et les cochons très contents. Voilà, bon, donc chantier éducatif, je disais, sont 8, signature de la convention demain. Et puis voilà, puis d'autres projets arrivent, donc là, elle a tout dit, ouais, donc c'est très bien. Et ça continue. Bien. Moi, je voulais juste dire que les carrières sont en enquête. Il y a la reprise de la République de Tignieu. Alors, elle est du 29 octobre au 30 novembre. Et en fait, il n'y a plus que 2 jours, si vous voulez voir les enquêteurs. C'est le 16 novembre de 14h à 16h et le 28 novembre de 16h à 18h30. Autrement, le dossier est consultable sur la mairie de Tignieu. Et vous pouvez faire vos doléances directement sur le site. Voilà. Merci. Alors, juste un petit point sur la mobilité pour suivre le schéma directeur d'accès cyclable au service de polarité, dont je vous avais fait part la dernière fois. Donc l'optique par rapport à ce schéma directeur qui est géré au niveau des balcons du Dauphiné par un prestataire dont la mission est pour l'instant doit s'arrêter en juillet 2024 avec des fiches par commune. Le premier événement, et là je remercie les habitants de Saint-Romain qui ont participé, ça a été un questionnaire qui est passé en ligne et sur lequel les gens pouvaient s'exprimer sur les besoins de mobilité. Donc la commune a répondu, et par rapport au balcon, en fait, on est une des communes qui avait le plus répondu à fin octobre. En fait. Là, j'ai pas les derniers chiffres. La restitution de cette première phase de diagnostic et des questionnaires, le retour se fera auprès des maires le mercredi 6 décembre au sein des balcons du Dauphiné. Merci. Ainsi s'achève le conseil d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 19 décembre pour le prochain conseil municipal, le conseil de décembre. Avant Noël. Merci à vous et on va couper la vidéo avant de